Et bien le bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce pot de fleurs numéro 2, un podcast au sujet du cannabis, messieurs, dames. Depuis le temps que j'en parlais, ça y est, c'est parti. Alors avant d'entrer dans le sujet, déjà merci d'être là. Je vous présente les deux personnes avec qui on va partager cette soirée. Nous serons avec Florence, d'ailleurs tu préfères qu'on t'appelle Florence ou angle droit? Tout le monde m'appelle Florence, personne ouais. m'appelle angle droit, donc Flo, Florence, ça ira très bien. Ok. On est avec toi, donc écoute, ravi. Merci beaucoup. Ravi d'être également. Venu, tu régales, t'as le temps de la peine, la famille, tout ça. Et aussi avec Jean Massier. Salut. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va super bien. Merci aussi d'être venu pour content d'être parler là. de ça. Ça va être super intéressant, donc... On va resituer un petit peu comment ça s'est passé, tout ça, pourquoi un podcast sur le cannabis. En gros, moi, j'ai parlé pour la première fois du cannabis sur Twitch en 2019 lors d'un popcorn. Je sais pas si vous avez eu vent de ça. Si, je l'avais regardé. Voilà, j'ai parlé du cannabis et en gros, j'ai parlé de mon expérience du cannabis, comment je l'avais vécu et comment j'avais réussi à freiner, voire arrêter. Apparemment, il n'y a pas de micro. Problème de micro pour Pampan. Bah si. Non mais ça marche très bien. Vous en faites pas. D'ailleurs, on a Rivanzi qui est avec nous en régie. Ça va, Riv? Oui. Ça va très bien, je suis sur le coup, je m'occupe évidemment de ton micro pompon, donc tout va bien. Oui, ce sera géré, il n'y a aucun problème. Je vais monter mon micro, je peux parler un peu plus dans le micro, effectivement, il y a ça aussi. Donc, à la base, j'ai parlé pour la première fois de ma vie de cannabis sur Twitch, enfin pour la première fois de ma vie réellement en 2019, où je m'étais dit que ça pouvait être intéressant pour certaines personnes d'entendre le vécu de quelqu'un qui avait été addict au cannabis. Alors addict au cannabis, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire, justement, on va définir ça. Mais donc moi, j'ai eu, pour résumer un petit peu, j'ai eu une période pendant beaucoup d'années où j'ai beaucoup fumé, une dizaine de joints par jour, vraiment ça rythmait mon quotidien. Et finalement, c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Mais c'est un truc qui touche beaucoup plus de gens que ce qu'on pense. Par exemple, je sais pas, vous deux, Jean, quelle est ton expérience avec le cannabis? Toi, personnellement, et tes proches? Alors moi, absolument aucune consommation de cannabis. J'ai fumé 2 fois, je crois, sur un joint il y a 10 ans. Ok. C'est le total de mon expérience du cannabis. Et pour mes proches, absolument tous mes proches fument du cannabis. Ah ouais? Tous mes amis. Ma famille, pas du tout. Mais mes amis, franchement... Sauf ceux qui fument pas de cigarettes et ils sont pas nombreux. Tous les autres, je les ai tous vus fumer, rouler des joints avec moi. Et c'est que des milieux différents, du coup. Et que des gens de milieux différents. Ouais, carrément. C'est clairement un truc qui est dans mon cercle social. Le cannabis fait partie du paysage depuis toujours. Et toi, si c'est pas indiscret, pourquoi t'as pas fumé plus? Ça t'a pas plu? Et bah en fait, parce que au collège, donc au moment où j'ai commencé à fumer, alors je vais préciser, je vais faire le tableau, je fume des clopes tous les jours depuis 15 ans. Ouais. Donc je suis un énorme fumeur de cigarettes, et je pense qu'on va en parler pendant la soirée. Je consomme de l'alcool aussi en soirée. À outrance. À outrance, oui. On a été témoins régulièrement. Voilà, vous l'avez vu. Non, c'est une blague. Je pense pas avoir de problème avec l'alcool, même si à mon avis je passe 2 minutes avec un addictologue et il va falloir qu'on fasse un point, c'est pas impossible. Donc ouais, on en aura un tout à l'heure. Donc non mais tu sais, moi j'ai plusieurs potes qui ont fini par aller consulter des addictologues sur la consommation d'alcool. Ouais, mais c'est un truc que je peux comprendre. Parce qu'en fait les soirées apéro, en fait, ça va vite, hein, t'en as 3-4 par semaine, et en fait c'est une consommation problématique. Donc, j'avais un pote en médecine qui m'avait dit à partir de 3 fois par semaine on peut considérer que t'es addict. Que tu commences à avoir... Je me disais 3 fois par semaine c'est beaucoup. Attends, jeudi soir, vendredi soir. Peut-être ça, samedi soir, si en fait. Non, ça va vite, ça va très très vite. Et donc quand j'étais gamin, donc au collège, quand je commençais à fumer des clopes, mon meilleur copain de l'époque, lui, est tombé dans le cannabis à très très haute dose, et je me suis beaucoup inquiété pour lui. Et c'était mon meilleur poteau. Je passais mes journées avec lui. Lui fumait tout le temps. Avec toute notre bande de potes, il fumait énormément, lui particulièrement. Et moi, je me suis inquiété pour lui. Et très rapidement, j'ai associé l'image du cannabis à l'état dans lequel je le voyais, quoi. Et ça m'inquiétait. C'est-à-dire, tu le voyais dans quel état, toi? En décrochage scolaire, c'était une adolescence difficile comme beaucoup, mais il avait des pensées suicidaires, il était... Ah ouais? Ouais, puis un vrai décrochage scolaire assez vénère, quoi. Tu sentais, voilà. Aujourd'hui, il va très bien. Il a fait sa vie et honnêtement, les peurs que j'avais ne sont pas réalisées et c'est cool. Il a, d'ailleurs, je crois, en grande partie arrêté de fumer du cannabis. Mais tu vois, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il était en décrochage scolaire parce qu'il fumait du cannabis, entre autres, hein, évidemment, il n'y a jamais qu'un truc, ou est-ce que plutôt il fumait du cannabis parce qu'il était en décrochage scolaire? Ça faisait partie d'un tout. Ouais, clairement, ça faisait partie d'un tout. Je saurais pas te dire l'œuf ou la poule, j'en sais rien. Mais clairement, gros problème de concentration. Clairement au collège, enfin voilà, ça se voyait. Et en tout cas, moi, dans la perception que j'en avais, j'ai associé ça au cannabis. Et donc, ça a été très rapidement, ça a été non, vraiment pas.
vraiment non merci. Oui, parce que t'as vu un pote partir en cacahuète avec ça. Et... Alors par contre, pour autant, j'étais pas un pote chiant. D'ailleurs, j'ai jamais été un pote chiant avec ça. Les gens font ce qu'ils veulent, ils fument devant moi aussi s'ils veulent et tout, mais j'ai jamais. Donc j'ai continué à traîner avec les mêmes potes, et dans toute la bande de potes, j'étais celui qui fumait pas. D'ailleurs, nos autres potes tombaient des nues quand ils apprenaient que je fumais pas, genre sérieux, tu fumes pas alors que tu traînes avec machin et machin. Ouais, non, moi je fume pas. Ouais. Voilà. On a tous. Enfin, moi aussi, j'avais une bande de potes qui fumaient beaucoup, mais il y en avait genre 2 qui fumaient absolument pas. On était en mode, ok, cool, ok. Ok, donc ça c'est ton expérience du cannabis, que ça soit toi, tes proches, comment tu l'as vécu, etc. Ouais. Et donc aujourd'hui, donc tu fumes pas, mais tu fumes des clopes. Je fume beaucoup de clopes, ouais. Mais on en parlera, c'est intéressant parce que parfois, peut-être que l'addiction du cannabis est intimement liée à celle aussi de la nicotine pour certains. Carrément. C'est un peu particulier. Florence, toi, ton expérience, alors quand je dis c'est pas forcément toi qui fumes, c'est ton expérience de ce que t'as vu de tes proches, ou j'en sais rien. Ça se situe où? Moi, j'ai commencé à... Alors, j'ai commencé à fumer des joints, mais c'est pas vrai parce que j'ai jamais été sur une consommation régulière. J'ai jamais été quelqu'un qui a fumé toute seule et tout. Okay. Première fois que j'ai dû fumer un joint, ça devait être en 15 ans, tu vois, le truc vraiment archi classique. Et c'était cool, j'aimais bien et tout ça. Mais on a toujours été dans un aspect avec des gens, en soirée, c'est récréatif, et on n'achetait pas et tout... Enfin, j'ai dit ça, on avait acheté un truc genre à 16 ans, mais ça devait être une daube, mais pas possible. Je pense que c'était du pneu en vrai, tu vois, le truc c'était affreux. Ça filait mal au ventre et rien d'autre. Je me souviens avec ma pote, on me disait ça te fait rien. Non, on s'est fait Et tu le fumes quand même, hein. C'est grave. Hein. Et du coup, à l'heure actuelle, ça m'est déjà arrivé de continuer à fumer, mais j'ai jamais eu une grosse période de ma vie où j'ai fumé de façon ultra vénère. La période de ma vie où j'ai le plus fumé, c'était il y a 3 ou 4 ans, où alors, on était en master, on n'en pouvait plus. On arrêtait de réviser, on fumait des joints pour se détendre et tout. En master de droit, ça fume des joints. Eh bah oui, figure-toi. Si tu savais. Mais c'était le moment où je voulais arrêter le droit, c'était raccord, tu vois. C'est raccord. C'était raccord, mais bien sûr, évidemment, que les gens qui sont en droit fument des joints et n'ont pas forcément un discours qui est jugeant par rapport à ça. Il y a beaucoup de gens qui fument des joints en droit, enfin pas plus qu'ailleurs et pas moins qu'ailleurs, je pense, en vrai. Et voilà, mais j'ai toujours été en mode, je veux pas consommer toute seule, et j'ai pas envie que ça devienne quelque chose qui me donne où j'ai besoin de ça pour dormir, ou ce genre de choses, parce que j'avais eu justement une amie, en fait, qui était vraiment tombée là-dedans, vraiment un peu comme ton histoire, et... C'était une amie que j'avais pas internet à l'époque, donc je pouvais pas suivre et être présente et voir vraiment comment c'était. Et en fait, elle a vraiment... je l'ai un peu perdue à cause de ça, parce que elle était plus du tout réceptive, elle oubliait absolument tout ce qu'on disait et tout ça. Elle était vraiment dans un autre monde, et surtout, elle a été... alors, je sais pas si c'est lié au joint, ça, j'ai pas les compétences pour le dire. C'est ça qui est difficile, souvent à dire. Ouais. Elle avait une paranoïa qui était genre un truc ultra vénère, et elle pensait que tout le monde était contre elle. Et moi, ça m'a un petit peu vaccinée, en fait, du joint. Je me suis dit, mais tu te dis pas, je vais commencer à fumer, et fumer dans ces proportions-là pour arriver comme ça, où t'es complètement déscolarisé. C'est marrant, parce que faut raconter sensiblement la même chose, dans ce truc où t'as un ami qui fume trop ou autre. C'est moi, ça m'a beaucoup marqué, ça m'a beaucoup marqué, et ça me faisait de la peine, et je sais qu'à l'heure actuelle, elle fume toujours des joints de façon vénère, tu vois. Parce que toi, Ponce, c'est quoi ton histoire du cannabis, toi ? Du coup, moi, ça a été... j'ai fumé mon premier joint vers je crois que c'était 15 ans, quelque chose comme ça, un anniversaire d'une amie, et j'ai trouvé ça très cool. Et le truc, c'est que je fumais pas de cigarettes. Donc, je fumais pour la première fois. C'est-à-dire je fumais tout court. T'avais jamais tiré sur une clope avant ? Si, j'avais déjà tiré sur une clope, mais pour goûter, j'avais trouvé ça immonde, c'est la classique. Oui, bien sûr. J'avais trouvé ça immonde. Et voilà, vers 15 ans, à un anniversaire, j'ai fumé sur un pétard. J'ai trouvé ça super cool, c'était vraiment. Et en fait, ça m'a amené vers la clope, dans un premier lieu. C'est-à-dire que j'ai enchaîné en m'achetant un paquet de clopes. C'est rare, commence avec un joint, mais ok, d'accord. Ouais. Et après, j'ai fumé de manière occasionnelle avec des amis, tu vois, tout le long du lycée, c'est-à-dire... pas du tout tous les jours, mais je veux dire, quand on faisait des soirées, on fumait, etc. Tu vois, on achetait en groupe, ce genre de choses. Puis après, quand je suis passé à la fac, j'ai rencontré des potes qui, eux aussi, de temps à autre, fumaient. Alors, c'était pas du tout quotidien, encore une fois, c'était quand on faisait des soirées, qu'on se voyait ou autre. Et puis après, vers mes 21, 22 ans, là, je me suis mis à fumer vraiment tous les jours. Donc là, j'en avais chez moi et je fumais tous les jours, C'est une grosse étape de passer du cap où on achète en groupe à on achète pour soi, pour sa consommation perso, quoi. Complètement. Il y a même beaucoup de gens qui disent que eux, leur but, c'est de ne jamais en acheter pour ne jamais en avoir chez eux, et de ne jamais savoir rouler pour ne jamais pouvoir rouler seul. Il y a beaucoup de gens qui ont cette j'ai déjà entendu ça, ouais.
Du coup, moi je me suis pas battu là-dedans, au contraire, c'est-à-dire que j'ai appris à rouler et j'en ai acheté tout seul. Et puis là, après moi ça a été un mélange de tout, comme beaucoup de gens. Moi le truc c'est que je savais pas trop quoi faire de ma vie, j'avais pas grand-chose qui m'animait. J'ai toujours eu aussi une peur de l'ennui. Même quand j'étais plus jeune, je disais souvent à mes parents, ouais, je m'ennuie, qu'est-ce qu'on peut faire, je m'ennuie, etc. J'ai toujours eu ce truc-là. Et le truc avec le cannabis, c'est que ça vient complètement... combler l'ennui en fait. Ça tue l'ennui complètement. Ça tue complètement l'ennui et l'enfer c'est que ça marche plutôt pas mal, donc en fait t'y vas et go, et puis tu sais quand t'es jeune tu dis oui au pire j'arrêterai plus tard, souvent il y a ça tu vois, j'arrêterai plus tard, et puis au final ça continue, et puis en fait t'arrêtes pas plus tard, et puis souvent tu dis ok je termine ce que j'ai là, et puis après j'en rachèterai plus, puis en fait t'en rachètes parce que tu veux continuer, parce que voilà, parce qu'il y a une occasion qui se présente, et du coup c'est une question peut-être un peu perso, donc tu réponds comme tu veux, mais est-ce que t'as le sentiment d'avoir une vulnérabilité, un terrain un peu fertile pour justement déclencher cette addiction, et si tu l'avais pas eu, est-ce que tu serais pas intéressé autant au cannabis, tu vois, enfin je sais pas. Non, c'est une bonne question. C'est difficile de savoir en vrai, parce que tu sais pas comment t'aurais été, mais... Je pense que je suis... ça dépend. Je pense que j'ai un terrain à l'addiction facile. Ouais. Je pense, parce que pareil. Je l'ai eu avec les jeux vidéo, je l'ai eu avec tellement de choses où j'arrivais pas du tout à me contrôler, où je me disais je kiffe, donc je vais pas m'arrêter, tu vois. Donc je pense, mais en même temps, tu vois, par exemple, l'alcool, jamais. Moi, je sais, tu vois, toi, tu disais, moi, je suis sûr que si je vais voir un addictologue, il y a peut-être un truc à redire. Moi, je suis sûr que non avec l'alcool, tu vois, par exemple. Vraiment. T'en bois très peu. J'en bois pas spécialement souvent. Quand j'en bois, ça va être, je me mets pas des caisses absolues, tu vois. Donc, voilà. Donc, dans l'idée, je pense pas. Mais c'est difficile à définir ce truc-là. Moi, par rapport au cannabis, je pense que c'était vraiment un truc de tuer l'ennui, tu vois. Et en fait, au fur et à mesure de ma vie, donc j'ai continué. Donc, ça a duré jusqu'à à peu près on va dire 26-27 ans. Et puis vers mes 26-27 ans, j'ai commencé à trouver un truc qui m'animait, qui était en fait le streaming. Et ouais, c'est tout con, hein, mais et en fait, j'ai remarqué que quand je streamais et que j'avais fumé, en vrai, c'était pas cool. C'était des mauvaises c'était pas cool du tout. Et que parce qu'on te le disait, ou parce que toi tu te sentais que t'étais pas au max parce que je le sentais moi. Parce que je le sentais moi, parce que clairement ça a enlevé de la motivation, ça a enlevé plein de choses, tu vois. Et donc je me suis forcé à arrêter. Mais en fait, j'ai pas arrêté. C'est-à-dire que c'est juste que j'en ai pas chez moi, j'en fume pas tout seul, j'en roule pas tout seul. Par contre, si moi je suis à une soirée qu'on me propose, c'est oui. Je vais pas te mentir que je pense sur les 50 dernières fois où on m'a demandé, j'ai dit oui, je pense vraiment, tu vois. Donc il y a ça. Moi, je me refuse pas si c'est un moment social, si c'est un moment en groupe, etc. Par contre, j'en ai pas chez moi, je vais pas fumer tout seul, etc. Et c'est là aussi le truc qui est particulier, c'est que moi, ce qui me dérangeait, c'était pas le fait de fumer, c'était le fait de ne pas arriver à me contrôler, de ne pas arriver à la perte de contrôle. C'est ça. Et tu vois, genre moi, ça m'arrivait vraiment de me lever le matin, de me dire non, fume pas et tout. Plus tard tu fumes, mieux c'est. Et puis en fait, au bout d'un moment, t'as envie de fumer. Puis en fait, une fois que t'as fumé ton premier pétard dans la journée, c'est mort. Enfin, je veux dire, c'est mort quoi. Et donc voilà. Donc moi, je suis sorti de tout ça. Juste aujourd'hui, je fume si je suis avec des potes qui m'en proposent et tout. Par contre, là où c'est particulier, c'est que je suis intimement persuadé que si j'en ai chez moi, je ne me retiendrai pas. C'est intéressant, du coup, t'as un mécanisme de défense qui est ne pas en avoir chez moi. Exactement. Et t'as quand même réussi à te dire, c'est efficace. Je n'achète pas du tout. Alors, parce que moi, par exemple, à chaque fois que je veux arrêter de fumer, parce que j'ai pas précisé, mais je fume des clopes, moi, à chaque fois je me dis, bon, j'arrête de fumer, je rachète pas de paquet. Bien sûr, j'en rachète un, tu vois. Et tu pourrais te dire, être pareil, en fait, avec ça. Ouais, mais non. Mais non, parce que... Non, mais c'est vachement cool, et je trouve ça vachement dur, en fait, comme passage de se dire, bon, c'est la solution radicale, et du coup, j'en achète pas, et je me retiens d'en acheter, tu vois. C'est la solution radicale, parce que sinon... Mais c'est là où c'est particulier, du coup, est-ce que je suis addict ? Parce que, tu vois, pour corréler aussi avec tout ça, j'ai fumé des cigarettes, du coup, de mes à peu près 15 ans, comme je vous disais, jusqu'à à peu près mes 23 ans, à peu près. Puis après, de mes 23 ans jusqu'à il y a encore un an, je vapais. Donc j'ai vapé. Donc j'avais quand même de la nicotine, tu vois, même si je fumais plus de cannabis au quotidien, j'avais mon truc de nicotine. Donc des fois c'est difficile de faire la différence entre l'addiction issue de la nicotine ou l'addiction du cannabis. C'est super chaud, tu vois. Genre moi, quand on me propose un joint, des fois je me pose vraiment la question de me dire, est-ce que je suis content parce que je vais fumer du cannabis et qu'on m'en propose, ou est-ce qu'en fait c'est parce que je vais avoir un apport nicotinien, et que je fume plus et que du coup je vais en avoir un. Tu vois, c'est à ça, c'est bizarre. Riff, tu vas peut-être t'exprimer sur le sujet. Il y a des gens qui parlent dans le chat du fait que ça dépend avec qui ils fument. Il y a aussi ça, ce rapport. C'était un point que je voulais aborder, ça. Est-ce que tu fumes avec ton cercle proche, fumer avec des gens que tu vois une soirée, tu les connais pas forcément et tu prends quand même le joint. Ça peut rentrer aussi peut-être... Complètement. Moi, quand je me suis mis à fumer de manière quotidienne, j'étais dans un cercle proche de fumeurs. Et donc forcément, ça va dans ce sens-là, quoi. Forcément, ça aide pas mal. Mais
Je pense que, tu vois, mon expérience du cannabis, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Ah tiens, je ressens la même chose, j'ai ressenti la même chose, j'ai vécu la même chose. » Mais évidemment, chaque expérience du cannabis est singulière et dépend de chaque utilisateur, tu vois, de chaque consommateur. Rive, très rapidement, parce qu'on va pas tarder, d'ici à peu près 2-3 minutes, on va accueillir une sociologue pour commencer à parler vraiment des choses, parce que là, on parle vraiment de... on est sur notre rapport au truc. Ah ouais, là, on est sur notre rapport au truc. Rive, ton expérience du cannabis... T'en es où? Tu es intimement lié, mon bro. Non, en fait, c'est vrai. Non, en gros, moi, effectivement, j'avais beaucoup d'amis au lycée qui fumaient. Moi, j'ai jamais tiré sur le cannabis, mais un soir, effectivement, j'ai tiré effectivement une fois ou deux, mais j'ai très très peu fumé. Je pense que ça doit faire 1 an et demi. Je pense que j'ai pas tiré sur un joint, à mon avis. Oui, t'as dû fumer 15 fois dans ta vie à tout casser, quoi. Ouais, une douzaine de fois peut-être. Ouais, à peine 10 fois, je pense, effectivement. Mais ça m'eût été arrivé, mais c'était vraiment que dans le cadre où j'étais avec des gens que je connaissais très bien, donc par exemple toi et d'autres potes, et où j'étais chez moi. Genre, j'ai jamais fumé à l'extérieur de chez moi, ou à l'extérieur d'un endroit où je savais que j'allais pouvoir rester dormir et tout ça, machin, quoi, tu vois. Ça a été très peu, mais j'ai jamais eu cette envie après de refumer ou quoi, et puis ça me mettait dans un état où j'étais en mode vas-y, je suis fatigué, j'ai la flemme d'aller prendre un verre d'eau alors que j'ai soif. J'étais en mode c'est nul. En fait, c'est nul. Du coup, je suis en mode non, c'est bon, ça va aller très peu pour moi, donc c'est pour ça que j'ai absolument pas envie de fumer. Même en soirée, quand je voyage en tournée, je suis en mode je laisse passer complètement aussi maintenant. Moi, je suis un peu comme toi, Rive, parce que en fait, moi aussi, le joint, quand j'étais plus jeune, ça faisait pas ça, c'était un peu euphorique et tout. Tout le monde dit ça. Et maintenant, j'ai vraiment l'impression d'être une larve, tu vois, dans mon canapé, et genre, je pense pas à grand chose et j'ai pas envie de faire grand chose, et je dis pas que le joint fait forcément ça, mais sur moi ça fait ça. J'ai la flemme, mais de tout, quoi. Et je n'aime pas du tout cet état, en fait. J'ai pas envie d'être, quand t'es un peu déprimé ou quoi, t'es déjà dans cet état, donc j'ai envie de faire plutôt des trucs. Et surtout, t'as le regard des autres aussi. Enfin, moi, je me souviens que je fumais avec une très bonne amie à moi, on était que 2, tu vois, donc je me sentais très à l'aise. Mais si on dépasse les 3 personnes, j'ai l'impression que je vais avoir la perte de contrôle et ça me fait vraiment flipper. Et du coup, je suis un peu comme toi, Rive, de ce côté-là. Ça dépend vraiment beaucoup de ton entourage, je trouve aussi. Ça peut créer ce genre de choses, et c'est une des choses qui a fait que j'ai aussi décidé d'arrêter de fumer au quotidien. C'est que je m'étais rendu compte que quand je faisais des choses, donc quand je faisais du social, entre guillemets, quand j'allais voir des gens que je connaissais pas forcément, vu que c'était une période où je fumais de manière quotidienne, j'avais remarqué que quand j'arrivais en ayant fumé, j'étais pas très à l'aise en fait face à des gens que je connaissais pas beaucoup, tu vois. Face à mes amis, il y a aucun souci, parce que en fait t'es foncé, t'es foncé, quoi. Moi j'ai vraiment un sentiment de honte, en mode j'arrive pas à me contrôler. Alors c'est normal, t'as pris de l'alcool ou du cannabis, ce genre de choses, donc c'est normal que tu sois pas dans ton état entre guillemets normal, tu vois. Mais du coup j'ai pas du tout, surtout si t'as quelqu'un qui ne fume pas ou qui ne boit pas à côté de toi. Je peux pas m'empêcher de l'imaginer, voir la situation de l'extérieur et se dire ah ouais. Mais non mais complètement. Moi, ce que je vous propose, les copains, c'est d'accueillir la première intervenante de cette émission. Messieurs, dames, donc on vous a concocté un petit podcast avec des scientifiques qui vont venir répondre à des questions, mais aussi nous éclairer sur quelques sujets, sur des termes, etc. Ça va s'articuler autour de Florence, Jean et moi parce qu'on est ici, mais ça va aussi et surtout s'articuler sur les scientifiques qu'on va accueillir. La première personne qu'on va accueillir, en fait, c'est des gens tellement qualifiés et ils savent tellement de quoi ils parlent que je suis obligé de lire mes notes pour vous la présenter. Ivana Obradovic, messieurs, dames, sociologue, Cergy Université, au Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales, et aussi et surtout, j'ai envie de dire en tout cas ici, directrice adjointe de l'OFDT, c'est l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies. Donc Ivana, est-ce que vous êtes avec nous ? Je suis avec vous. Bonjour. Super. Bonjour. Bonsoir Ivana. Merci beaucoup de prendre le temps de venir de discuter de tout ça avec nous. Alors déjà, j'ai une petite question pour tout le monde. C'est en fait l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies. Ça sert à quoi ? C'est quoi le but concrètement ? Alors, c'est un organisme public d'abord qui produit des enquêtes pour mesurer les niveaux de consommation dans la population, et en particulier chez les jeunes, puisque c'est surtout chez les jeunes que le cannabis peut poser problème. Donc on fait des enquêtes par questionnaire, en milieu scolaire par exemple, évidemment en expliquant quel va être l'objectif de cette enquête pour mettre les jeunes tout à fait à l'aise. C'est-à-dire qu'évidemment, ce qu'ils vont nous dire reste anonyme et ça respecte les règles de la statistique publique. C'est-à-dire que, bien sûr, on ne demande pas de données personnelles dans le questionnaire
Et c'est des données qui sont collectées, analysées tout ensemble, c'est-à-dire globalement, de manière à ce qu'on ne puisse pas retrouver les personnes qui ont répondu au questionnaire. Oui. Bah, ça nous permet d'avoir des niveaux de consommation qu'on suit depuis à peu près 20 ans. Ah, ok. Ah oui, donc on a des bonnes statistiques pour bien mesurer le phénomène, ouais, carrément. On a une enquête en particulier qui s'appelle Escapade et qui interroge des jeunes de 17 ans. On a à la fois des garçons et des filles et ça nous permet d'avoir des évolutions sur différentes générations d'adolescents. Okay. Et on voit bien que les adolescents d'aujourd'hui, d'abord, n'ont pas tout à fait les mêmes préférences que les adolescents d'il y a 20 ans, au même âge. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que, par exemple, la place de l'herbe aujourd'hui dans les consommations, ce qu'on appelle la beuh, la marijuana, différentes appellations, la place de l'herbe, elle est plus importante que celle de la résine, donc le hashish, le shit, là encore, il y a toutes sortes de dénominations. Et puis ce qu'on sait aussi par d'autres enquêtes, c'est que les types de produits qui sont en circulation aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'il y a 20 ans, c'est-à-dire qu'ils sont plus concentrés en THC, qui est le principe actif du cannabis, celui qui donne les effets d'ivresse en gros. Donc les produits qui sont sur le marché aujourd'hui sont nettement plus forts que ceux de la génération des parents de ces adolescents. C'est vrai que j'avais entendu dire effectivement que les 68ards qui fumaient des joints, c'était pas du tout les mêmes joints qu'aujourd'hui. Ils sont bien plus chargés, les joints qu'on fume aujourd'hui. Ça, vous le confirmez ? Ouais, ça je le confirme. Alors évidemment, c'est une moyenne. Hein. En fait, ça traduit surtout la grande diversité de ce qu'on trouve sur le marché. Et comme c'est un marché illicite, on ne sait jamais vraiment ce qu'on va fumer en fait quand on achète sur un point de deal par exemple ou auprès de quelqu'un qu'on connaît. Donc ça veut dire que ça peut être coupé avec toutes sortes de choses. Et ça veut dire aussi qu'il peut y avoir plus ou moins de THC. Ça peut être vendu comme un produit assez pur et ne pas en être du tout en fait. Non, moi je voulais vous demander les chiffres du phénomène. Est-ce qu'on peut quantifier, ça représente quoi la consommation de cannabis en France en 2021 ? Alors justement, grâce à ces enquêtes, on a des chiffres assez précis. On sait qu'il y a 18 millions de personnes en France, par exemple, qui ont déjà tiré sur un joint, déjà essayé le cannabis. Okay. Et donc parmi eux, il y en a 5 millions qui ont consommé au moins une fois dans l'année. Ah oui. Ok. Puis, si on passe à une fréquence plus importante, 1,5 million d'usagers réguliers. Ce qu'on appelle les usagers réguliers, c'est ceux qui ont consommé au moins 10 fois dans le dernier mois. D'accord. Ah oui, donc oui, ça commence à être régulier. C'est une fois tous les 3 jours. Oui, ça commence à être régulier, effectivement. Et alors, c'est quoi la carte d'identité type du fumeur de cannabis ? Non, mais enfin, voilà, son âge, c'est qui le fumeur de cannabis en France ? Alors, c'est essentiellement des jeunes. Hein. Ça commence à l'adolescence, en fait, le cycle de diffusion du cannabis. En particulier, il y a un palier autour de la 4e à peu près. Ah ouais. On voit qu'il y a une accélération de la diffusion du cannabis. Ouais, 14 ans, ouais. Ouais, 13-14. D'accord. Ce qu'on appelle la diffusion, en fait, c'est l'expérimentation, c'est-à-dire la part des jeunes dans une classe, par exemple, qui ont déjà essayé le cannabis. Ça traduit une diffusion. C'est pas un indicateur de consommation en tant que tel, parce qu'avoir fait quelque chose une fois dans sa vie, ça fait pas de vous forcément un consommateur. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a eu une proximité avec le produit, des opportunités de consommer. Et c'est parmi ceux-là, évidemment, que certains vont devenir des usagers plus réguliers, voire des usagers quotidiens pour certains. Il y en a à 17 ans quand même 7% qui sont usagers réguliers. Donc ça représente plusieurs élèves par classe. Ah oui, c'est énorme. En terminale, par exemple. Ouais. Ah oui, ok. 7% d'une classe, par exemple, de terminale est considérée comme fumeur régulier. Enfin, les stats en moyenne, quoi. Voilà, c'est ça. C'est une moyenne, c'est à l'âge de 17 ans. Ouais. Et donc, ça donne une idée. En fait, parmi ceux qui ont consommé au moins une fois dans l'année, on considère qu'il y en a à peu près 1 sur 4 qui est un usager problématique de cannabis. D'accord. Ok. Donc, vous avez dit que le cannabis qu'on consomme aujourd'hui est plus chargé en THC qu'il y a 20 ans, c'est ça ? Ouais, mais c'est une moyenne. Hein. Mais est-ce que la régularité... Ouais, d'accord. Ok.
Et est-ce qu'il y a une répartition géographique entre milieux urbains, milieux ruraux? Est-ce qu'il y a une répartition en classe sociale? Est-ce que les enfants pauvres fument plus que ceux qui sont plus aisés? Alors, pour la répartition géographique, jusqu'à 15 ans à peu près, il y avait des territoires qui étaient plus ou moins consommateurs, où on voyait que le cannabis était plus ou moins accessible. Aujourd'hui, c'est à peu près dans toutes les régions qu'on en trouve assez facilement. Alors, effectivement, en France, le cannabis est interdit à la fois, évidemment, à la production, mais aussi à l'usage, Oui. ce qu'on pourrait appeler l'usage simple, entre guillemets. C'est pas le cas dans tous les pays européens. Et ce qu'on voit paradoxalement, c'est qu'on a des niveaux de consommation qui sont parmi les plus élevés en Europe. D'accord. Mais ça, c'est un truc bien réparti suivant les classes sociales et les régions. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est un truc qu'on entend souvent. C'est vrai que on dit souvent, oui, les Français sont les plus gros consommateurs de cannabis en Europe et tout. C'est des stats qui sont vrais, facilement vérifiables. Et c'est dans quelle proportion? Alors, effectivement, ouais, les jeunes Français sont les plus consommateurs. Ils sont en train quand même d'être concurrencés par les jeunes Italiens, d'après nos dernières enquêtes. Mais bon, ça reste vraiment tout en haut du tableau. Ça veut dire, par exemple, qu'il y a un lycéen sur 4 qui a fumé dans le dernier mois, en France. C'est 3 fois plus que la moyenne européenne. Ah oui, quand même. Ah oui, Oui, d'accord. On est dans un rapport de 1 à 3. 3 fois plus. Ah oui, Ok, c'est Alors, effectivement. évidemment, c'est variable selon les pays. Il y a des pays assez consommateurs comme la République tchèque ou l'Italie, et puis d'autres comme la Suède ou la Finlande où le cannabis est assez peu répandu parmi les jeunes. Ok, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a une corrélation entre ça, donc cette consommation des jeunes, etc., et la ferme interdiction de consommer? Alors justement, c'est souvent ce qu'on croit, Mhm. mais en fait, il y a assez peu de rapport entre la sévérité de la législation et les niveaux de consommation. Il y a des pays qui sont très restrictifs, très prohibitifs, on pourrait dire, dont la France fait partie, mais aussi la Suède. Et on voit que la France et la Suède ont des niveaux de consommation opposés. En Suède, c'est à peu près 5% des jeunes, là où c'est au moins 3 fois plus en France. Donc voilà, c'est vraiment deux choses qui semblent très liées, mais qui en fait ne le sont pas tant que ça. Ce qui compte beaucoup plus, en fait, c'est l'accessibilité en pratique du cannabis. Et c'est quoi? C'est parce que la France est C'est-à-dire plus proche géographiquement que de pays producteurs, ou c'est parce qu'il y a des circuits d'approvisionnement plus faciles en France? Qu'est-ce qui explique en fait? Alors, ce qui explique, c'est surtout l'accessibilité, le fait de pouvoir en trouver facilement. On a une enquête qui montre que parmi les jeunes de 16 ans, il y en a au moins 40% qui savent exactement comment trouver du cannabis et qui considèrent que ça sera assez facile pour eux de s'en procurer. Il y a aussi la question du prix qui est relativement bas en France par rapport à d'autres pays. Il y a aussi l'image, c'est-à-dire le fait de considérer que fumer de l'herbe c'est cool. C'est le cas en France, de manière assez majoritaire. C'est beaucoup moins le cas dans d'autres pays. Donc cette image du produit, elle est importante. Et puis, c'est un point dont vous discutiez avant que j'arrive, ce qu'on appelle les incitations à consommer, c'est-à-dire le fait d'avoir des potes qui consomment et d'avoir une normalisation du produit dans son environnement. Merci Aurélien. Amical, voire familial. Mais mais justement, vous parlez de normalisation du produit, etc. Par exemple, le cas des Pays-Bas est un cas assez intéressant, c'est-à-dire que les Pays-Bas... D'ailleurs, est-ce que c'est légal ou dépénalisé aux Pays-Bas? C'est dépénalisé et pas légal. Là encore, contrairement à ce qu'on croit, en fait, il n'y a aucun pays européen qui a légalisé le cannabis. Mais les Pays-Bas ont, depuis les années 70, un régime assez particulier qui est un régime de tolérance, c'est-à-dire qu'il y a des coffee shops où on peut acheter et consommer sur place, mais ça reste quand même assez restrictif, c'est-à-dire que c'est interdit aux mineurs, évidemment. On ne peut pas avoir plus d'une certaine quantité, il ne peut pas y avoir de publicité pour le cannabis dans les coffee shops. Donc c'est vraiment des espaces de consommation autorisés, mais qui restent assez restreints. Et surtout, le paradoxe, c'est que le cannabis qu'on trouve dans les coffee shops, il vient du marché illégal.
Ouais, alors ça c'est, je savais pas si c'était une rumeur, c'est un truc que j'ai déjà entendu et même que j'ai déjà dit sans avoir forcément des sources, mais moi j'avais cru comprendre que le cannabis qu'on pouvait acheter dans un coffee shop à Amsterdam avait été acheté de manière illégale par le propriétaire du coffee shop, mais qui le revendait de manière légale. J'avais déjà entendu ça. C'est une réalité, Alors, quoi. c'est exactement ça, si ce n'est que c'est en train de changer, il y a une dizaine de villes aux Pays-Bas qui sont en train d'expérimenter un système de production légale, réglementé, pour justement achalander les coffee shops avec du cannabis produit légalement, dont ils savent exactement ce qu'il y a dedans. D'accord. Et il y a une question qui était tout à l'heure posée dans le chat que je trouve intéressante. Est-ce qu'il y a une corrélation entre le niveau de consommation de tabac des jeunes et leur niveau de consommation de cannabis en Europe? On sait que les Français fument énormément. C'est une très bonne question. Effectivement, c'est totalement lié. Alors, on a depuis quelques années une baisse assez nette du tabagisme chez les jeunes en France. Et ça va de pair avec une baisse de la consommation de cannabis. Ça non plus, on ne le sait pas forcément, mais depuis quelques années, la consommation de cannabis, elle est plutôt en recul chez les adolescents français, alors qu'elle augmente dans pas mal d'autres pays européens. Donc on faisait la course en tête, entre guillemets, en France jusqu'à une période récente, et là on est rattrapé par d'autres pays chez qui la consommation monte. Et vous sauriez dire ce qui a déclenché cette baisse? Alors justement, c'est probablement lié à la baisse du tabagisme, puisque en France, le cannabis est beaucoup fumé avec du tabac. C'est pas le cas dans tous les pays. Aux États-Unis, par exemple, c'est plutôt de l'herbe qui est consommée, rarement de la résine. Voilà, donc c'est deux phénomènes qu'on analyse vraiment en lien. Ah, il y a une corrélation entre effectivement la consommation de tabac et la consommation de cannabis, étant donné qu'en France, effectivement, la plupart des joints sont consommés avec du tabac, quoi. Ouais, non, effectivement, ouais. Moi j'avais aussi une question, c'est est-ce qu'on sait si on consomme moins de cannabis, mais est-ce qu'on consomme autre chose du coup? Alors cette idée du transfert d'une consommation vers une autre, c'est un petit peu un mythe. C'est-à-dire il y a deux choses. À la fois ce qu'on appelle la théorie de l'escalade, c'est-à-dire l'idée que fumer un joint ou du cannabis va forcément vous conduire vers des drogues dites dures, hein, l'héroïne, la cocaïne, etc. Ça, c'est une théorie qui a été récusée depuis de nombreuses années. On sait que c'est faux. C'est-à-dire que le cannabis n'est pas une porte d'entrée vers des drogues plus dangereuses. Mais comment on peut dire on sait que c'est faux j'allais dire sans rentrer dans les détails, mais si on peut, mais comment on peut dire on sait que c'est faux? Comment on a pu prouver que c'était faux? En fait, il y a des études cliniques qui ont été faites sur des rats, par exemple, pour essayer de voir s'ils étaient amenés à consommer d'autres produits après le cannabis. Et en fait, on se rend compte que le tabac est une porte d'entrée vers des consommations de produits qui n'est pas moins importante que le cannabis. Et ce qui compte surtout, en fait, c'est les opportunités de consommer. C'est-à-dire que se retrouver avec des gens qui consomment beaucoup va vous amener à être tenté et peut-être à vous installer dans une consommation. Donc c'est plus l'environnement social qui est important que vraiment le fait d'avoir commencé par tel ou tel produit. Après, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des polyconsommations, c'est-à-dire le fait de consommer plusieurs produits, y compris pour compenser les effets d'un produit par un autre. Par exemple, le mélange alcool et cannabis, où on va rechercher des effets d'ivresse avec l'alcool, et puis si on est un peu trop excité, on va prendre du cannabis pour redescendre. Donc ça peut être des effets de compensation comme ça. Je reviens sur les statistiques de la consommation des jeunes en France. Est-ce qu'on constate aussi une corrélation entre la consommation de cannabis et le décrochage scolaire? Oui, alors ça c'est tout à fait avéré, c'est-à-dire que les usagers réguliers les usagers réguliers qui deviennent problématiques. Alors ça veut dire quoi problématique? Ça veut dire ceux qui fument seuls, par exemple, qui fument avant midi, qui ont du mal à contrôler leur consommation, qui ont des problèmes de mémoire qui sont liés à leur consommation de cannabis. C'est ceux-là qu'on appelle les usagers problématiques, et eux, effectivement, vont avoir des risques de perte de concentration, de mémorisation, des troubles de l'apprentissage qui vont entraîner une baisse des performances scolaires. Et il y a un autre effet aussi qui est que le cannabis joue pas mal sur le sommeil. Ça va perturber un peu le rythme du sommeil
Et donc la récupération pendant la nuit ne va pas être la même chez les adolescents, qui du coup vont avoir cette difficulté à se concentrer en classe. Oui, moi j'ai été victime entre guillemets de ça, c'est-à-dire que c'est exactement ce que j'ai vécu quand je consommais quotidiennement, etc. Clairement, on va dire que les cours, c'était pas ce qu'il y avait de plus important. Ouais, c'est plus compliqué. Être concentré en cours, c'est plus compliqué. Se lever le matin, c'est plus compliqué. Enfin, clairement, ça, c'est des trucs qui... Et tu fais un lien direct entre les deux, quoi. C'est une évidence. De toute façon, même, regarde, par exemple, aujourd'hui, moi qui suis plus un consommateur régulier, je peux te dire que je vois la différence entre quand je me réveille sans avoir fumé et quand je me réveille après avoir fumé. C'est une certitude. La veille, tu veux dire une soirée après où t'as fumé, tu sens le... Ah il y a une genre réelle de gueule différence. de bois de la bœuf, quoi. Ouais, je saurais pas trop dire, mais oui, c'est ça. Peut-être, tu sais, plus de flemme, moins d'attention. Après, c'est difficilement palpable comme truc, mais c'est un peu ça, ouais. Très bien, c'est hyper intéressant, il y a plein de choses. Avant de se laisser, je me posais une question, est-ce qu'on a des retours concrets sur des pays qui auraient légalisé ou très largement dépénalisé? Est-ce qu'on a des retours concrets de ces pays-là au niveau social ou pas spécialement encore? Alors si, on a pas mal de retours déjà, et puis là aussi on fait des enquêtes, on est allé sur le terrain pour voir un petit peu ce que ça donne. Aujourd'hui en fait il y a 2 pays et une vingtaine d'États aux États-Unis qui ont légalisé le cannabis dit récréatif. Les 2 pays c'est l'Uruguay et le Canada. Et puis aux États-Unis, depuis 2012, il y a de plus en plus d'États qui s'y mettent. Là depuis le début de l'année, il y en a eu 5 nouveaux, dont New York. Et donc à chaque fois, c'est des régimes d'autorisation qui sont assez différenciés les uns des autres. Donc on peut voir des tendances globales et des tendances plus particulières. Par exemple, aux États-Unis, c'est un marché privé, le cannabis. C'est-à-dire que c'est des entrepreneurs qui se sont mis sur le secteur du cannabis comme ils auraient pu vendre tout à fait autre chose, qui ont vu l'opportunité économique et effectivement, on voit que le chiffre d'affaires du secteur légal du cannabis aux États-Unis, il est énorme, avec des effets aussi sur l'offre qu'on trouve sur le marché. C'est-à-dire que c'est plus seulement du cannabis qui se fume, c'est aussi des produits alimentaires, des cosmétiques, des liquides qui se vapotent. Donc du cannabis vraiment dans tous ses états, sous toutes les formes possibles. Et ça a un effet sur la consommation des Américains ? Alors, c'est un effet sur la consommation des adultes qui est à la hausse. Okay. Il y a une augmentation de la consommation très clairement, mais chez les mineurs, il n'y a pas d'augmentation. D'accord. Ok. Tu avais une question Ouais, je voulais demander par rapport aux États-Unis qui sont plus de ce côté-là, savoir si l'État avait un peu encadré les prix ou de la même façon qu'on n'a pas 12 milliards de bureaux de tabac dans la rue en France. Est-ce qu'il y a un encadrement ou c'est du libéralisme pur Aux États-Unis, c'est un modèle très libéral. Ouais. Alors, il y a quelques États qui sont un peu plus restrictifs que d'autres, mais au Colorado, par exemple, qui a été le premier, c'est un marché qui est très libéral. Il n'y a pas de contrôle des prix, pas de contrôle du type de produit. Les règles d'étiquetage sont pas forcément très précises. Donc voilà, c'est assez ouvert. Par contre, au Canada, en particulier dans certaines parties du Canada comme le Québec, c'est extrêmement contrôlé au contraire. C'est-à-dire que c'est presque plus difficile aujourd'hui de trouver du cannabis qu'avant la légalisation. Ah oui, d'accord, ok. Assez étonnant, j'avoue que c'est... En fait, c'est contradictoire. On peut en acheter, mais c'est interdit d'en consommer en public, par exemple. Sur les plages, dans la rue. C'est même interdit d'en consommer chez soi quand on est locataire. Ah oui, d'accord. Okay. C'est précis. Ok, très bien. Eh bien, écoutez, on a fait le tour, c'est assez intéressant. Ouais, c'était pas Rivanti, peut-être une question. Oui, j'avais une question. C'est est-ce que dans ces pays-là, est-ce qu'il y a une législation autour du taux de THC, par exemple, du taux de THC? Il y a des gens qui posaient la question dans le chat. Alors, dans les États qui ont légalisé plus récemment, ça commence à venir, mais pour l'instant, ça n'a pas du tout été le cas. Okay. Donc voilà, c'est en train de cheminer et ça arrive maintenant sur les tablettes des législateurs. Et j'ai peut-être une dernière question, parce que vous parlez des tablettes des législateurs, vous savez, évidemment, vous voyez comme nous qu'il y a un débat public en France assez récurrent en réalité sur cette question. Est-ce que vous trouvez que la connaissance du phénomène est assez bien répartie parmi la classe politique et médiatique ?
Alors la connaissance du phénomène, elle est disponible en partie grâce à un observatoire comme le nôtre, mais il y a beaucoup de données publiées. Mais quand vous entendez les débats parlementaires, est-ce que vous avez l'impression qu'il y en a beaucoup qui sont complètement à côté de la plaque ? Alors ça arrive souvent, ouais. Mais... non, mais ça arrive, c'est pas seulement dans ce dossier-là. Les données sont là et les savoirs existent, mais c'est vrai qu'ils sont assez mal connus. Il y a beaucoup de mythes en fait, hein, et beaucoup de contre-vérités qui circulent, mais bon, en tout cas, les données sont assez faciles à trouver. Et voilà. Il y a beaucoup de questions dans le chat autour du CBD, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, le CBD, qui depuis quelques temps en France commence à vraiment éclore, hein, se distribue de plus en plus. Est-ce que c'est un phénomène que vous étudiez également ? Alors le CBD, on l'étudie puisqu'on étudie le cannabis. En fait, il y a des centaines de composants dans le cannabis. Le CBD est une partie de ces composants, comme le THC d'ailleurs, c'est des cannabinoïdes. Et c'est vrai que le statut juridique du CBD est un peu ambigu. C'est-à-dire qu'il y a des CBD shops qui ont ouvert un peu partout en France. On ne sait pas bien s'ils sont légaux ou illégaux. Et il y a eu tout un flou juridique. Il y a eu quand même une décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui dit que le CBD n'est pas illégal parce qu'en tant que tel, ça n'est pas un stupéfiant. Ah, d'accord, ouais. Il y a encore des débats autour de ça, mais voilà. En tout cas, pour l'instant. Parce que c'est vrai que le CBD, oui. Le CBD s'achète, comme vous l'avez dit, dans des CBD shops. Il y a un magasin juste en bas là. Il y a des magasins ici en région parisienne, même au tabac. Maintenant, j'en vois de plus en plus. Et du coup, ça me passionnerait de savoir si on constate une augmentation de l'achat de CBD, par exemple, par des jeunes. Est-ce que des jeunes fument du CBD plutôt que du cannabis avec THC, du coup. Enfin, c'est vraiment, du coup, c'est extrêmement intéressant comme laboratoire vivant, ce truc-là. Ouais, c'est une très bonne question et ça me permet de faire de la publicité pour une enquête en ligne qu'on est en train de faire, que vous pouvez trouver sur Facebook, pour justement savoir un petit peu qui consomme du cannabis, comment les gens achètent leurs produits. Une enquête évidemment anonyme, hein, comme toutes celles qu'on fait. Et ça permettra aussi de mesurer la consommation de CBD plus spécifiquement. Ok. Eh ben super. Ok. Eh ben écoutez, on a abordé pas mal de sujets. C'était plus long que prévu, mais c'est souvent plus long que prévu. Il y a pas de souci. Ivana, merci beaucoup. Je me demandais avant de vous laisser, est-ce que éventuellement vous avez quelque chose à dire, que ça soit un fun fact, une idée qu'on pourrait débunker ou j'en sais rien, ou une chose à dire que vous avez envie de dire, je sais pas du tout. J'en sais rien. Est-ce que justement parce qu'on parlait du débat public et des fausses idées qui circulent, peut-être ça peut valoir le coup de rappeler la différence entre dépénalisation et légalisation, parce qu'on confond souvent les termes. Dépénaliser, ça veut dire sortir une infraction du champ pénal, c'est-à-dire que ça devient une infraction administrative, une contravention, comme un PV de stationnement par exemple. C'est-à-dire que ça reste interdit, par exemple, de consommer du cannabis, mais ça passe plus par la justice. Okay. Légaliser, c'est tout à fait autre chose, puisqu'on supprime l'interdit, on ouvre un marché légal et on autorise la production, la vente, la consommation, avec certaines conditions, mais en tout cas, l'interdit n'existe plus sur le cannabis, en tout cas pour les majeurs. Donc voilà, on parle vraiment pas de la même chose. Bah, du coup, on a des bonnes bases, ouais, ok. Ok. Il y a certaines personnes qui demandent le lien de l'étude. Est-ce que, éventuellement, Ivana, il serait possible pour vous de l'envoyer sur Discord à moi, enfin directement en MP sur Discord, pour que je puisse justement diffuser cette étude-là dont vous nous avez parlé? Bien sûr. Ok. Pas de problème, vous l'envoyez directement sur Discord et puis on fera tourner ça, il n'y a pas de souci. Ivana Obradovic, merci infiniment d'avoir pris le temps de parler avec nous, un peu plus longtemps que prévu, mais bon, c'est souvent ça. C'était très intéressant. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de choses. Ouais, il y a beaucoup de choses. On a pu poser beaucoup de questions, mais il y a beaucoup de choses. Cool. Merci beaucoup, Ivana. On vous souhaite une excellente soirée et merci encore une fois. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.
Bonne soirée. Ouais, c'est intéressant, ouais, on pourrait en parler des heures. Hein. C'est un truc de fou. Mais toi, c'est un truc sur lequel tu voulais revenir aussi, la différence effectivement entre la dépénalisation et la légalisation. Ouais, quoi, c'est pas exactement la même chose, effectivement. Alors moi, on parle de droit, donc je suis contente. En plus, elle a dit le mot débunk, alors du coup, j'étais... Elle a dit débunk, je me suis dit, ok, là c'est pas mal. C'est bon, c'est hyper. Mais non, et en plus, il y a deux choses. C'est que la légalisation, tu peux le passer soit par l'État complètement, soit par des auteurs, comme on avait aux États-Unis, là. Où en gros chacun fait sa popote et tout ça, et les prix sont pas du tout encadrés ou ce genre de choses. Et du coup, c'est vachement passionnant parce que t'as une même problématique et t'as tellement de choses différentes et de possibilités différentes avec des résultats différents. Et moi, j'avais lu un truc avec plus sous l'angle économique, en fait, avec l'offre, la demande et tout. Et on avait hésité, on a hésité avec à inviter un économiste, puis après on s'est dit, le truc c'est qu'on veut pas parler nécessairement que de cette histoire de légaliser, dépénaliser. Non, il n'y a pas que ça. Mais voilà, il n'y a pas que ça. Mais oui, je pourrais filer le lien que j'ai lu, qui était vachement accessible, je trouve, pour tu vas la mettre dans le chat ou un truc comme ça. Quoi. Carrément. Mais c'est vrai que les modèles de dépénalisation ne sont pas du tout les mêmes. C'est ce qu'elle disait. C'est effectivement aux États-Unis, c'est turbo-libéral. Je me doutais de la réponse, mais je préférais savoir s'il y avait quand même des États qui avaient plus encadré, mais en fait, non, c'est vraiment le libéralisme à fond. Aux États-Unis, ouais. Et je crois même, il y avait un excellent documentaire qui avait été fait sur le Colorado, justement, qui a été, je crois, un des premiers États à le dépénaliser il y a 10 ans, je crois, un truc comme ça, où en fait c'est une jungle dans le sens où il y a d'énormes boîtes qui sont arrivées sur le marché littéralement, qui sont allées voir des producteurs et qui... Et c'est ce que disait Ivana, hein. Il y a les gens, ils ouvrent leur boîte. Donc pour peu que tu aies une trésor, je sais pas, une trésor perso ou j'en sais rien, tu vas investir... Mais ce que je veux dire, c'est notamment pour les cultivateurs de cannabis, c'est pas des AMAP sympas écolos avec des mecs qui cultivent un peu et qui vendent un peu. Non. C'est d'énormes boîtes qui vont voir des cultivateurs en leur faisant rentrer dans la franchise, dans la grosse boîte, ils deviennent des livreurs, etc. Enfin, c'est un truc mais turbo-capitaliste, c'est pas du tout un truc écolo. Bien sûr. Je précise une chose pour les gens qui viendraient d'arriver, on était sur Discord avec Ivana Obradovic, qui est sociologue, directrice adjointe de l'OFDT, l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies. Juste ensuite, on aura aussi une invitée qui sera une neuroscientifique, où on pourra un petit peu plus aborder tous ces trucs des troubles de la personnalité, de ce que ça engendre au niveau du cerveau. On va partir dans ces choses-là. Et puis ensuite, en dernier lieu, on aura un autre invité qui est un médecin, psychiatre, pharmacologue, très engagé au niveau cannabis, etc. Donc on va parler de tous ces sujets, médecine, tout ça. On va pas que parler de sociaux, ne vous en faites pas. Écoutez, en vrai, moi je suis chaud pour continuer si jamais Stéphanie est dispo, à moins que vous avez peut-être un truc à ajouter, je sais pas. Ah si, moi je pensais à un truc. Ouais, vas-y. Très étonné de savoir que la consommation de cannabis en France chez les jeunes recule. C'est ce que j'allais dire. Ce que j'allais dire. Si on compare ça à il y a 20 ans, étant donné qu'aujourd'hui, sur n'importe qui a un téléphone peut en 2-2 trouver un numéro de quelqu'un limite qui lui livre, quoi. Chose qu'il n'y avait pas il y a 20 ans, tu vois. Mais c'est intéressant, elle a dit depuis quelques années, et j'aurais dû rebondir en lui demandant depuis quand, mais moi j'ai travaillé au ministère de la Santé sur le plan national de réduction du tabagisme, qui est sorti en 2014. Okay. Et je me demande si c'est donc l'arrivée du paquet neutre en France, c'était cette loi-là, la loi de santé. C'est en 2014 ça 2014, ouais. Oh bah ça nous rajeunit pas, Et je me demande si c'est pas... Alors, la France est un des plus gros consommateurs de tabac en Europe, hein, c'est absolument délirant le niveau de consommation de tabac, donc il fallait agir. Mais du coup, je me demande vraiment s'il n'y a pas une corrélation avec l'entrée en vigueur de tout ce qui a été fait à ce moment-là, parce qu'il y a eu plein de trucs d'accompagnement dans les lycées et tout, et le recul qu'on constate. Mais c'est intéressant. Je sais pas si t'es capable de répondre, mais là on part un peu plus sur le tabac, mais moi je me pose toujours la question dans quelle mesure le tabac a vraiment baissé, on se base sur quel chiffre, c'est la vente, parce que... C'est la consommation. Non, c'est la consommation. C'est la consommation. Parce que j'ai tellement de dealers de paquets de tabac autour de chez moi. Ah, tu veux dire illégal, que du coup c'est pas dans les chiffres. C'est tellement cher que du coup, c'est tellement cher maintenant que du coup il y a beaucoup de marché noir par rapport au tabac maintenant. En vrai, ça reste marginal. Y compris les transfrontaliers qui vont acheter des cartouches, etc. Ça reste. Je vais vendre un quartier de merde. Non, mais moi aussi, j'en vois beaucoup. Absolument partout. Moi, ils se tapent sur la gueule, c'est pour ça. Oui, un peu de violence. C'est des choses qui arrivent. L'écrasante majorité des gens qui fument achètent leur clope au tarif légal dans le tabac. Mais je me posais vraiment la question de dans quelle mesure l'augmentation des prix, on ne sait pas du coup. Je pourrais en parler pendant des heures parce que ça c'est un argument qui a été en fait utilisé par l'industrie du tabac. Donc vous le savez, c'est une industrie qui je suis lobbyiste, figure-toi Jean. Et qui ont retourné le truc en disant l'augmentation du prix du tabac risque de développer le marché noir. Ah, et ça, donc, tu peux débattre. Et ça, c'est un énorme argument. Alors, pendant que tu disais ça, excuse-moi de te couper, mais j'ai reçu du coup un SMS de Ivana qui continue de nous écouter qui dit recul depuis 2014. Allez! Ah, voilà.
Donc après, merci. On a bien bossé alors, ça veut dire. Merci Jean, merci, on te remercie Jean, merci pour tout. Bref, ok. Je tiens aussi au courant nos invités, bien sûr, des différentes choses. Je tenais aussi à préciser une chose. Nous avons affaire, messieurs, dames, quand là on a sur Discord des scientifiques, on a affaire à des gens quand même qui ont fait des recherches plutôt poussées avec plutôt des équipes qui sont plutôt qualifiées. Quoi. Oui. Et, on peut le dire, je pense. Et si vous voulez, on aura toujours des contre-exemples à tout, on aura toujours des oui, mais moi, dans ma bande de potes, bien sûr, tous les cas sont particuliers et on essaye on essaye de parler de la masse parce que c'est la masse qu'on étudie. On peut pas étudier chaque cas par cas parce que chaque cas est singulier, mais la masse c'est forcément des chiffres et les chiffres ce sont des études qui sont réalisées par des professionnels. Et ça ne ment pas les chiffres. Ah, les chiffres c'est les chiffres. Des chiffres, les hommes mentent, pas des chiffres. Je me permets d'envoyer un petit message à un scientifique, bien sûr. Mais, la routine, quoi, finalement. Mais c'était intéressant ce qu'elle disait aussi sur les idées reçues, sur le fait que la législation, aussi dure qu'elle soit, ne fait pas développer spécialement la consommation de cannabis. Et enfin, tu vois, c'était intéressant aussi qu'elle revienne sur ces arguments-là et qu'elle les débunk justement aussi. Et pareil sur le recul, on a l'impression que le cannabis c'est tout le temps, et aussi le fait que quand on dit ah oui mais du coup si après le cannabis c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres et les transferts c'est les transferts, en fait c'est pas si vrai que ça, tu vois. Donc c'était aussi intéressant qu'elle remette un petit peu ça parce que c'est des idées reçues et je pense que quand on discute dans nos cercles familiaux, amicaux, t'as toujours quelqu'un qui va dire ah ouais mais du coup si on autorise ça, du coup c'est parti quoi. Oui, qui est un argument très classique effectivement qui est ressorti fréquemment. Tout à fait. Pour continuer à parler de tout ça, là on a parlé de sociaux, un peu de droit aussi, on pourra revenir dessus avec grand plaisir parce que de toute façon c'est hyper intéressant, mais là on va parler plutôt de neurosciences, c'est-à-dire concrètement, fumer ou consommer du cannabis, qu'est-ce que ça fait sur le cerveau, à qui, pourquoi, quand, où, qu'est-ce qui se passe? Oui, mais moi, parce qu'en fait, ma grande sœur, elle a fumé, et puis maintenant, si tu veux, elle a perdu au boulot, est-ce que c'est à cause de ça? Est-ce que c'est avait pas fini? On sait pas, tu vois, on sait pas. On sait pas. Pour ça, messieurs, dames, je vais vous demander d'accueillir donc Madame Stéphanie Caillé-Garnier, neuroscientifique CNRS à l'Institut des neurosciences cognitives et intégratives d'Aquitaine. Voilà, Stéphanie Caillé-Garnier, est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce que vous m'entendez? Oui. On vous entend tout à fait. Bonsoir. Stéphanie, merci infiniment de prendre le temps de discuter avec nous de ces sujets-là. Alors, c'est la question que j'ai posée aussi à Ivana tout à l'heure. Vous, à l'Institut Neurosciences Cognitives et Intégratives d'Aquitaine, qu'est-ce que ça veut dire? Sur quoi vous travaillez concrètement? Attendez, je vais juste couper le son. Bien sûr. Ah oui, vous nous avez en double. Oui, vous avez en double. Oui, je comprends. Ouais, exactement. Voilà. Donc je vous écoute. J'entendais un peu en double, donc j'ai eu du mal à... Pas de souci. Alors, neuroscientifique CNRS qui travaille à l'Institut Neurosciences Cognitives et Intégratives d'Aquitaine, qu'est-ce que ça veut dire? Sur quoi vous travaillez? Alors, neurosciences, donc c'est comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est l'étude du cerveau. Et l'Institut de neurosciences cognitives et intégratives d'Aquitaine, donc c'est un institut de recherche qui mélange plusieurs thèmes de recherche autour des neurosciences, et c'est à l'Université de Bordeaux. Voilà. D'accord, très bien. Donc moi spécifiquement, je travaille plutôt sur les modèles précliniques, en fait pour essayer de modéliser les problèmes, les comportements d'utilisation abusive des drogues, mais chez les rongeurs. D'accord, ok. Et après, on essaye de faire une corrélation avec les humains ou ce genre de choses? Alors, des corrélations, je n'irai pas jusque-là, mais comme on sait que le développement du cerveau chez le rongeur a gardé des organisations qui peuvent ressembler à celles qu'on voit sur le cerveau de l'humain, on peut effectivement faire des ponts et essayer d'extrapoler certaines de nos découvertes à ce qui pourrait être vu chez l'humain. Et après, il y a ce qu'on appelle de la recherche translationnelle pour effectivement montrer si oui ou non il y a des choses qui sont vraiment... exploitable après pour l'humain, pour la mise au point de traitement ou même quand c'est beaucoup plus comportemental, pour la mise au point de thérapie cognitive comportementale. Ok, très intéressant. Et en fait, je disais ça un petit peu en rigolant tout à l'heure, mais on a beaucoup d'idées reçues autour du cannabis et ce que ça fait sur le cerveau, mais concrètement, on sait pas vraiment. Par exemple, un truc qu'on entend souvent, c'est fumer du cannabis peut
peut rendre bipolaire ou alors trouble de la personnalité, si on a un terrain fertile, etc. C'est quoi concrètement la réalité de tout ça? Alors bon, trouble bipolaire et trouble de la personnalité, ça c'est vraiment des notions qu'on applique vraiment qu'à l'humain là. Pour peu, Oui. nous on n'a pas ce genre de modélisation. En revanche, trouble bipolaire par exemple, c'est ce qu'on appelle les troubles de l'humeur ou plus simplement pour nous, pour la recherche préclinique, c'est tout ce qui va être trouble émotionnel, type dépression, type anxiété. Et effectivement, on sait que des traitements chroniques au THC, puisque nous, du coup, on travaille avec la molécule extraite du cannabis directement. Et donc, des traitements chroniques avec le THC vont pouvoir favoriser le développement de comportements typiques de nos modèles donc de dépression. Ça va être, je sais pas, ou d'anxiété, ça va être des animaux qui sont beaucoup plus effrayés dans des environnements stressants, qui vont mettre beaucoup plus de temps à faire un comportement attendu parce qu'ils ont reçu une dose forte de THC, par exemple. Donc, on voit des choses qui s'expriment en réponse au THC, oui. Mais est-ce que ça, c'est quand ils sont sous l'emprise de THC ou c'est Oui. après, des jours après, ou c'est vraiment sous l'emprise là? Les deux. Donc, en fait, on peut voir, on peut suivre finalement l'effet du cannabis, que ce soit de la première prise. Alors, quand c'est sous une prise unique, on a des effets biphasiques, c'est-à-dire que faible dose, on ne va pas forcément voir d'effet, c'est même plus anxiolytique, mais à forte dose, on va avoir quelque chose de plus anxiogène. Et puis, quand on va faire quelque chose de beaucoup plus chronique, on va avoir des comportements de type dépressif, des modifications physiologiques de type augmentation des hormones du stress, etc. Et puis, quand on arrête l'exposition au THC, là, on voit donc ce qui se passe au moment du syndrome d'abstinence. Et on peut voir une recrudescence de l'état anxieux, des troubles même un peu plus loin, de la cognition, des troubles motivationnels, donc l'animal qui est moins motivé pour aller chercher des récompenses naturelles, de la nourriture par exemple. Donc on voit des choses à chaque étape finalement de notre exposition. Ok, ouais. Pardon, je voulais pas te couper. Non, mais vas-y. J'avais une question, en fait, j'avais lu, mais je sais pas dans quelle mesure c'est vrai et dans quelle mesure la science le sait, que en fait, on aurait par exemple, par rapport à la schizophrénie et ce genre de choses, il y aurait des terrains fertiles, mais qui ne se réveilleraient pas. Et en fait, la consommation de cannabis, notamment très jeune, pourrait révéler ces terrains-là, en fait. Est-ce que la science sait ce genre de choses, ou pour l'instant on tâtonne encore? Oui, il y a des travaux qui sont menés là-dessus. Justement, en fait, alors je ne sais pas si le terrain, c'est difficile après de savoir chez l'humain, puisqu'on n'étudie pas les humains depuis avant leur prise. Mais nous, ce qu'on voit quand on fait des expositions donc chez des animaux assez jeunes, type adolescents, puisque c'est ça finalement le cœur de l'exposition telle qu'il faut l'étudier, ça débute à l'adolescence. Et quand on expose les adolescents au cannabis, à ce moment-là, ils sont dans une fenêtre temporelle très critique pour le développement de leur cerveau. Et on sait que le cannabis, en fait, le THC, il va changer des fois la morphologie. En fait, il provoque des mouvements. Il y a une étude assez jolie qui a montré le mouvement des neurones, qui était en culture, mais le mouvement des neurones en réaction à l'application de THC. Et donc, il faut imaginer que ce cerveau qui, normalement, se développe avec des neurones qui se prolongent, d'autres qui, au contraire, se réduisent pour améliorer le fonctionnement des structures entre elles. Et quand on met du THC, à force, les connexions ne se font plus. Et c'est ce circuit finalement synaptique qui ne se fait plus qui est à l'origine ensuite du terrain fertile pour que la schizophrénie se développe, puisque c'est une maladie qui, justement, dépend énormément des bonnes connexions entre les structures elles-mêmes. Ah oui, c'est intéressant, parce que du coup, ce que je me dis, c'est, par exemple, moi qui ai été un consommateur de cannabis, est-ce que si jamais j'avais eu un terrain fertile vers ces troubles-là, est-ce que j'aurais été atteint à coup sûr, ou est-ce que j'ai eu de la chance, ou est-ce que là aujourd'hui on peut dire que bon, j'ai probablement pas un terrain fertile, sinon ce serait probablement arrivé? On peut se placer là-dessus ou pas spécialement? Franchement, pour l'instant, je ne crois pas avoir vu d'études qui puissent donner des éléments prédictifs, vraiment. À coup sûr, je vais développer, ou à coup sûr, je ne vais pas développer. Parce que vraiment, la schizophrénie, quoi qu'il arrive, c'est une maladie psychiatrique du jeune adulte.
Donc déjà, il y a une certaine population qui va développer cette schizophrénie. Après, ça augmente le pourcentage de population qui la développe après exposition. Mais les prédicteurs, moi, je ne les connais pas. Peut-être qu'il y a eu des avancées, mais là, honnêtement, comme ça, je n'ai pas l'impression d'avoir des éléments, des facteurs vraiment sûrs qui vont vous permettre de vous dire, bon, il vaut mieux pas que je fume parce que je suis très sensible et je risque de développer la schizophrénie. Ouais. Moi, j'ai des souvenirs au lycée de copains qui fumaient du cannabis et qui m'affirmaient, avec l'assurance du fumeur de cannabis qui croit savoir de quoi il parle, qu'on ne peut pas être dépendant au cannabis. C'est des conneries. La nicotine, oui, mais le THC, non. C'est vrai ou c'est faux ? Alors, bon, ça, c'est un gros débat. Il y a une dépendance psychologique, ça, c'est vrai. Okay. Après, voilà, mais c'est psychologique. En fait, excusez-moi de vous couper, mais c'est ça. Ouais. C'est ça. Moi, j'ai la sensation, j'ai jamais eu la sensation d'être addict au cannabis. Genre, tu trembles pas parce que t'as besoin de ta. Voilà, comme j'ai pu l'être avec la nicotine ou quoi. Mais par contre, effectivement, c'est des motivations, émotionnelles, c'est des envies. C'est psychologique, social, c'est motivationnel. Ouais, non, je comprends. Ok, d'accord. Vous avez un besoin persistant de refumer. Alors c'est vrai qu'il est difficile de séparer les effets du cannabis des effets de la nicotine, puisque de toute façon, on fume généralement les deux. Donc le problème, c'est que cette dépendance quand même si pareil, pour le tabac, on n'a pas une grosse dépendance physique, on a juste quelques douleurs à la limite, un peu de tête, des douleurs un peu musculaires, mais c'est très cognitif. On a des problèmes après de concentration, des insomnies, d'irritabilité, tout ça. Et c'est à peu près ce qu'on voit aussi quand la personne est en manque de cannabis. Donc, c'est un peu lié les deux. De là à dire qu'on va faire un syndrome de manque comme quelqu'un qui prend de l'héroïne. Non. Ça, c'est vrai. D'accord. Bien sûr. On ne peut pas comparer ces deux types de syndromes d'abstinence. Parce que moi, c'est ça, mes syndromes de quand j'ai notamment vraiment arrêté, j'ai mis des semaines et des semaines à retrouver un sommeil stable. Les premières nuits aussi, j'ai beaucoup transpiré. J'étais irritable, mais vraiment j'étais infect. Mais ça, je ne sais pas si c'est la nicotine ou le cannabis. Tu ne sais pas arrêter pour ça. Tu sais pas si c'est l'un ou l'autre et tu pourras jamais le savoir parce que tu fumais les deux en même temps. Je n'en ai aucune idée. Oui. Et vous avez arrêté les deux ? Ouais. Là, j'ai arrêté. C'est pour ça que c'est compliqué. Oui. Mais après, j'ai arrêté les deux, mais la nicotine, c'était qu'avec de la vape. Sauf dans les joints où là, c'était effectivement du tabac. En fait, c'est ça qui est particulier. C'est ça qui est un petit peu particulier. Est-il conseillé d'arrêter le tabac et la nicotine en même temps ? En général, ça va de pair. Ça, c'est sûr. Ouais. Après, pour avoir échangé avec toi, du coup, et avoir été un œil un peu extérieur, je me souviens que t'as plus eu de mal à doser, à baisser la dose de nicotine dans tes vapes. Tu m'as plus parlé de ça que le fait de moins fumer. C'était plus au centre de nos conversations, ça, que le fait de moins fumer d'herbe, tu vois, par exemple. Mais parce que moins fumer d'herbe, il y a cet aspect de j'achète pas, j'en ai pas, je me pose pas la question. Je n'en ai pas en fait. La seule question que je me pose, c'est est-ce que je vais en racheter. Ouais, excusez-moi, c'est que pour la nicotine, en fait, c'est très, en fait, c'est classique. Le fumeur qui veut s'arrêter avec la vape, tout de suite, il veut descendre en concentration de nicotine. Or, c'est pas possible. En fait, il a besoin de prendre le temps et de diminuer au fur et à mesure que vraiment le besoin est moins marqué et que la gestuelle, que tout s'éteint. Et malheureusement, en fait, je crois que c'est ce qui se passe pour beaucoup de vapoteurs, c'est que à l'heure actuelle, on se dit bon, j'arrête et puis hop, on passe à 3 fois rien de nicotine dans la vapote. Et c'est vrai que soit les personnes du coup échouent dans leur essai vapote, soit ils font de l'utilisation double. En fait, ils vapotent pour essayer de fumer un petit peu moins, mais en même temps, ils fument un petit peu quand même des cigarettes classiques parce que bon, ils peuvent pas trop s'arrêter. J'en connais une là à ma droite. Je vois pas le problème. Non, mais moi, c'est exactement ce problème-là. C'est exactement ça, j'ai eu pareil. J'ai exactement ce problème-là, et c'est vrai que les bons conseillers de cigarettes électroniques te disent de ne pas hésiter à augmenter la dose de nicotine pour justement se sevrer, non, arrêter la clope classique en fait. Et on a envie d'aller trop vite, et au final, on fait mal les choses et on continue de fumer des vraies clopes, et c'est pas cool. Oui. Moi, ce qui se passait quand je baissais la nicotine de ma cigarette électronique, c'est qu'en gros, juste je vapais plus. Oui, mais moi j'ai l'impression d'être dessus tout le temps. Oui, c'est tout. En fait, Tu compenses, je vape tu compenses. Je vape plus, ouais.
est-ce que, Stéphanie, est-ce qu'on a des choses irréversibles au niveau du cerveau après avoir consommé du cannabis, selon les périodes de consommation, etc. On n'a pas encore fini de travailler sur le cerveau, donc on sait qu'il y a des choses qui se mettent en place, des plasticités à long terme. C'est-à-dire que votre matériel de communication entre neurones, en fait, il va être modifié par l'exposition. Alors, il y a une chercheuse américaine, Yasmin Heard, qui a vraiment fait tout un travail qui est assez même inquiétant, parce qu'elle montre qu'il y a des effets transgénérationnels du fait de modifications sur le génome. Et qui se transmettent en fait d'une génération à l'autre. Donc, le grand-père qui a fumé et qui lègue quelques marqueurs neuronaux, enfin quelques marqueurs dans le génome de ses neurones à sa descendance. Mais bon, en gros, quand même, il faut savoir qu'il y a des choses qui vont être modifiées pendant assez longtemps, et ça, seules les études longitudinales peuvent aider à savoir ce qui revient ou vraiment, et combien de temps ça reste. Mais nous, sur l'animal, on fait aussi des études soit d'imagerie, soit d'électrophysiologie, c'est-à-dire qu'on enregistre l'activité et la communication entre les neurones, et on voit bien que des fois, il y a des choses qui sont modifiées pendant presque un mois, et à l'échelle d'un animal, c'est énorme. C'est énorme. Ouais, à l'échelle d'un animal, ça semble absolument énorme. Mais oui, parce que... Le rongeur qui vit 2 ans, 2 ans et demi. Ah ouais, non, c'est énorme, c'est comme pour nous 5 ans limite, enfin, j'abuse un peu, mais c'est beaucoup. Mais de toute façon, moi je le remarque, du coup, donc je ne consomme plus régulièrement du cannabis, mais en revanche, il m'arrive, comme je disais, en soirée, si on me propose ou quoi, il m'arrive de tirer dessus. Et je remarque que j'ai des syndromes de sevrage à chaque fois que je refume, après. Est-ce que ça, je sais pas si c'est le cannabis, je sais pas si c'est... C'est quoi ces syndromes, tu les décrirais comment? Transpiration, mal pour dormir, irritabilité. Mais, ok, d'accord. Moi, ça me fait penser à... Alors, je vais être légèrement hors sujet, mais ça repart parce que moi, à chaque fois que je consomme de l'alcool, le lendemain, j'ai l'impression d'avoir une espèce de contre-coup. Et pourtant, j'ai jamais été addict à l'alcool. Ça s'appelle la gueule de bois, ça? Non, pas du tout. Non, c'est pas du tout le mal de tête ou quoi. C'est genre un petit peu déprimé et tout ça, je sais pas. Comme une redescente, en fait. Je pense que oui. Est-ce que ça serait pas la même... Ouais, moi je vis ça avec l'alcool, c'est quasiment systématique. Ah, ok, d'accord. Ouais. Okay. Et en fait, je croyais que c'était juste le hasard, et j'ai vu des gens qui en parlaient sur Internet qui disaient non, c'est vraiment en fait l'alcool que t'élimines, en fait, même si t'as plus la sensation d'être un peu sous. Ben en fait, genre moi j'en sais rien, je suis pas scientifique, mais c'est ce que j'avais lu, et je me demande dans quelle mesure le cannabis c'est peut-être pas la même chose, le temps que le corps aussi évacue et que du coup t'as l'impression de re-avoir les symptômes de sevrage. C'est franchement, en fait, c'est ce qu'on dit, c'est que c'est compliqué parce que. Oui, mais dites-nous, Stéphanie, si vous avez quelque chose à dire, c'est plus intéressant que moi. Mais en fait, le THC, non, pas forcément plus intéressant, mais en fait, par rapport à l'alcool qui s'élimine très lentement, le THC, c'est pareil. C'est pour ça que quand on fume, en fait, on peut être détecté pendant plusieurs jours, enfin, au moins 24 à 48 heures après, parce que le THC, c'est une molécule, c'est un acide gras. Donc, en fait, il se met dans tous les coins, il se met là où il y a du gras, en fait. Et le temps que ça s'élimine, du coup, on peut détecter la présence du cannabis pendant plusieurs jours. Ah tiens, ça... Mais de là à avoir une vraie gueule de bois qui dure des jours et des jours, non, quand même pas. Mais bon, on a des effets qui durent un peu plus longtemps parce qu'ils s'accumulent. Mais tu vois, ça me fait penser à quelque chose. C'est que... souvent on dit, là c'est des on dit que je dis, c'est voilà, on dit que quand on a fumé du cannabis beaucoup pendant une période, etc., quand on arrête pendant une période un peu plus petite et qu'on reprend, eh bien les effets sont décuplés parce que c'est comme si ça réexcitait tous les trucs qu'on avait engendrés dans notre cerveau, où il y a un peu de THC dans notre cerveau. C'est intéressant, voilà. Je sais pas ce qu'il en est. Est-ce qu'il y a une part de vérité là-dedans ou pas du tout? On n'a pas du THC qui reste dans le cerveau comme ça pendant des jours et des jours, heureusement. En revanche, oui, c'est ce que je vous disais, c'est le phénomène des plasticités ou d'autres modifications, c'est-à-dire qu'il y a des effets qui sont sensibilisés, c'est-à-dire qu'à dose égale, les effets sont de plus en plus forts. Et donc, quand on revient sur un système qui a déjà été sensibilisé une fois, qu'on remet une dose, on a des effets de plus en plus forts. À l'inverse, il y en a d'autres qui sont de plus en plus tolérés, donc... on ressent de moins en moins, par exemple, l'effet sédatif, et encore, l'effet sédatif peut être toléré de plus en plus, et les personnes qui vont fumer peut-être des quantités beaucoup plus fortes qu'au départ seront moins
moins amorphes. Mais voilà, il y a tout un jeu de sensibilisation de certains effets et de tolérance à d'autres. Et c'est ça qui fait que la réactivité, au fur et à mesure, et après des temps de coupure, n'est jamais la même. Ok, mais alors du coup, ça me fait penser à... Il y a une espèce d'accoutumance quand on fume du cannabis, c'est-à-dire que si on en fume juste de manière occasionnelle, on ressentira l'effet fort, psychotrope fort. Voilà, c'est ça, c'est assez fort. Tandis que quand on fume régulièrement, moi perso, quand je fumais tous les jours, véritablement, il y a une dizaine d'années, quand je fumais un pétard, c'était comme si je fumais une clope, quoi. Enfin, ça en était là, quoi. Après, oui, j'étais forcément qu'il y avait un effet, mais je le ressentais peu. C'est comme l'alcool, plus tu en bois et plus tu vas mettre du temps aussi avec un peu de justement, aussi, je trouve pas. Tu trouves pas ? Ah, je trouve pas avec l'alcool, tu vois. Moi, je connais des gens qui boivent régulièrement et qui arrivent à justement être sous rapidement et inversement, tu vois. Moi, plus tu bois régulièrement... Arrive le breton ici qui a quelque chose à dire. C'est tout de suite, c'est par rapport à ça. Non, c'est vrai que j'ai quand même des potes qui parlent d'accoutumance à l'alcool et qu'il faut en boire plus pour avoir plus d'effet, quoi, tu vois. Après, c'est l'expérience évidemment tout à chacun, quoi, tu vois, mais j'ai quand même cette impression-là que ça existe aussi avec l'alcool, ce côté de plus t'en bois, plus il t'en faut aussi pour... Mais ça reste dangereux, évidemment. Ça s'appelle l'accoutumance, oui. Ça s'appelle l'accoutumance, mais la question que je voulais poser à Stéphanie, c'est est-ce que c'est l'accoutumance dans le sens où on est habitué à cet état et donc on le ressent moins et donc ça nous touche moins, ou est-ce que réellement au niveau du cerveau, ça nous touche moins ? C'est ça en fait. Ce que je viens de vous dire, c'est des effets de tolérance. Donc en fait, votre système s'adapte pour recevoir cette drogue. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, votre cerveau, il finirait par ne plus pouvoir fonctionner. Si à chaque fois qu'on prenait une drogue, que ce soit de l'alcool, de la nicotine ou de l'héroïne ou du cannabis, si à chaque fois qu'on prenait ces doses assez fortes de drogue, le cerveau devait fonctionner comme si de rien n'était et supporter toutes ces stimulations excessives, en fait, il pourrait plus, ce serait le chaos. Donc, en fait, ce qui se passe pour que votre cerveau, en fait, continue de fonctionner, il va s'adapter. C'est-à-dire que certaines fonctions vont être mises un petit peu plus en bas régime, et c'est donc les effets de tolérance sur certains effets des drogues, puisque les structures vont réguler certains effets, et d'autres, au contraire, vont être augmentées parce qu'il y a les parties du cerveau qui répondent pour faire ces effets-là comportementaux vont au contraire être de plus en plus sensibles aux effets. Donc, c'est vraiment une balance entre la sensibilisation à certaines fonctions et la tolérance à d'autres qui fait que cette balance fait que vous avez un comportement donné au cours de l'utilisation chronique de vos drogues, en fait. Okay. Et après, il y a une vulnérabilité individuelle. Donc, c'est le fait que personne... Enfin, on a des réponses globales, hein, à peu près, on sait tous comment réagit une personne à une drogue donnée, mais après, il y a une vulnérabilité et une variabilité, donc on n'est pas tous sensibles de la même façon, et en plus, du coup, on va avoir des comportements différents, donc on est variable d'une personne à l'autre. Pourquoi est-ce qu'il n'y a que 20% de la population qui développe une addiction ? Et parce qu'il y a 20% de ces personnes qui ont un cerveau qui ne s'adaptera pas finalement à ces consommations et qui ne pourra plus finalement se passer de la drogue. Alors que 80% de la population, au contraire, et heureusement, va rester dans un usage contrôlé. Oui, on est Même s'il est abusif, il est contrôlé. Ouais. Bien sûr, on est, comme Conrad le dit, là, on n'est pas tous égaux devant le produit, de toute façon. Et dans sa consommation, c'est clair. Il y a une question aussi que je me posais. En neurosciences, est-ce qu'il y a une réelle différence entre le CBD et t'allais poser la question, et le cannabis plus classique, du coup, avec du THC? Est-ce que fumer du CBD, ça ne fait rien, ou ça fait quoi au cerveau? Enfin, comment ça fonctionne? Quelle est la différence? La différence, comme l'a dit tout à l'heure Madame Obradovic, c'est que le THC est un stupéfiant et il est euphorisant. Et le CBD, lui, est une molécule aussi cannabinoïde qu'on retrouve dans le cannabis, mais qui n'est pas euphorisant et qui va avoir donc à peu près les mêmes fonctions que le THC sans cette fonction euphorisante. Donc, il va être relaxant, il va aider pour le sommeil, il va y avoir des fonctions comme pour le THC qui est un très bon antidouleur, le cannabidiol est aussi un antidouleur. Enfin, voilà, donc le THC, le cannabidiol, je dirais, fonctionne en gros sur pas mal de choses en commun. Et après, il y a le côté euphorisant qui n'est pas partagé par ces deux molécules. Et sans l'effet euphorisant, est-ce qu'on a quand même un effet délétère sur le cerveau? Délétère, évidemment.
Délétère. Alors, on n'a pas assez de recul, je pense, pour dire délétère, mais pour l'instant, en fait, le cannabidiol fait vraiment l'objet de beaucoup de recherches parce que justement, il est le système cannabinoïde, donc qui reçoit les effets de ces molécules dans le cerveau et puis dans le corps. Il est vraiment représenté partout. Il est tellement présent dans toutes les parties de notre cerveau. Il va avoir tellement d'effets sur le contrôle de nos fonctions, de nos comportements, que c'est une cible assez intéressante au niveau thérapeutique. Et pour l'instant, le cannabidiol fait vraiment l'objet de nombreuses recherches parce qu'il a des effets sur le sommeil, comme je vous ai dit, sur l'anxiété, mais aussi sur Parkinson, sur la douleur, sur la schizophrénie, sur plein de choses. Et plus précisément... Et la palette est vraiment... Ouais. Pardon, je vous ai coupé, finissez. Oui, la palette des comportements qui peuvent être modifiés par cette molécule, elle est incroyable. Et je voulais vous demander, c'est le CBD dans la mesure, dans les proportions dans lesquelles il est commercialisé à l'heure actuelle, les effets ils sont vraiment notables ou en fait on a des doses qui, moi je connais rien au CBD, hein, je vous le dis tout de suite, où on a des doses qui sont pas assez suffisantes pour voir des vrais effets. En tout cas, il faudrait avoir des produits qui sont, je sais pas, 10 fois plus forts pour voir vraiment des effets. Je sais pas si c'est clair ma question. En fait. Oui, j'ai compris votre question. Après, je ne sais pas si je vais pouvoir vraiment y répondre parce que je sais que dans les magasins, on peut vendre des CBD qui vont de, je sais pas, des cannabis CBD, donc avec moins de 0,2% de THC, qui vont de 5% de CBD à je ne sais plus combien, au moins 35 ou 40% de CBD. Donc, à mon avis, effectivement, on n'a pas les mêmes effets quand on prend du 5% et du 30 ou 40%. Oui. De là à vous dire que ça a des effets, je crois que c'est... Je ne sais pas, moi, j'ai pas du tout testé le CBD, donc d'accord. Moi, j'ai testé. Et sur les animaux, en tout cas, on voit des effets anxiolytiques. D'accord. Ouais. En fait, c'est assez particulier. Moi, j'ai déjà testé plusieurs fois du CBD et à l'époque où je fumais notamment. Et en fait, c'est marrant parce que, en fait, c'était frustrant. Ouais. C'est-à-dire que ça sent la même chose, ça a le même goût, tu as la même sensation, tu vois, tu as l'impression. Mais il manque un truc. Et en fait, tu es juste détendu comme tu peux l'être effectivement en ayant fumé un pétard ou autre. Mais par contre, il n'y a pas d'effet. Alors, je vais peut-être dire n'importe quoi, dites-le moi si jamais, mais il n'y a pas d'effet psychotrope. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Tu n'es pas, entre guillemets, défoncé. Il n'y a pas de défonce, tu vois. Il n'y a que cet aspect de... C'est ça. Ouais. Anxiolytique. Tout à fait, exactement. Ouais. De bien-être. Tout à fait, ouais. Mais t'as ressenti les effets quand même du CBD. En fait, moi, la question, c'était savoir si la commercialisation du CBD, elle est pas un peu marketing et qu'elle a vraiment des effets, parce que je l'ai pas essayé suffisamment et j'ai vu plein de gens qui disaient ça sert à rien, moi ça m'a rien fait et tout ça. Du coup, c'était pour savoir ce genre de choses. Pour moi, les gens qui disent ça sert à rien, etc., c'est des gens qui cherchent à fumer de la weed et qui fument du CBD et du coup qui sont frustrés c'est frustrant mais clairement c'est pas la même utilisation, tu vois, c'est clair et net, et d'ailleurs par rapport à ça, moi j'ai une question, parce que vu que maintenant le CBD c'est légal ou dépénalisé le CBD? C'est flou. Non, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, légalement il y a un vide juridique allez-y. Je sais pas en fait s'il y a un vide juridique maintenant, parce que le problème, les dernières informations que j'ai vues, c'est que la communauté, la Cour de justice européenne avait notifié à la France qu'elle ne pouvait pas, la France ne pouvait pas continuer à interdire la vente. Donc, pour l'instant, c'est bien pour ça qu'on a vu fleurir. Avant, c'était un petit peu éparse et on ne savait pas si les magasins pouvaient être fermés ou ouverts. Bon, là, clairement, depuis qu'il y a eu cette notification de la Cour européenne, les magasins ont fleuri partout. Ah oui, il y en a absolument partout. Il y en a absolument partout. On disait, moi j'en ai en bas de chez moi, c'est improbable, j'ai vu ça la dernière fois, j'étais d'accord, donc je peux acheter du CBD là. Mon caviste vend désormais de la bière et du CBD. D'accord, c'est exactement ça. Tiens, oui, pardon. On a vu de la pub, moi j'ai vu une pub pour le CBD à la télé. Hein. À la télé? À la télévision? Alors... Ouais, non, mais en même temps, si c'est légal, c'est légal. Il n'y a pas très longtemps, et je pourrais plus en rappeler parce que j'étais tellement choquée, en fait, que... Ah oui. Enfin, choquée et puis surprise. Étonnée, quoi. C'est pas possible. Moi, j'ai reçu aussi
plusieurs en plus propositions d'OP pour du CBD. Ah oui, Oui. moi aussi. Ouais. Ça m'étonnerait pas que les pouvoirs publics... Ils choisissent les profils quand même, pour le coup. Ils sont pas cons ceci. mais non, et oui, moi j'avais une question par rapport, alors là pour revenir un petit peu sur justement la neuroscience et tout, est-ce qu'il y a une différence au niveau neuro entre le fait de fumer donc avec il y a du feu quoi, la combustion, ouais. Merci, il y a une combustion, et le fait de vaper ou autre, est-ce qu'il y a une différence neuro, ou manger, oui. Oh, je ne sais pas parce que par exemple pour la vape CBD ou pour la vape nicotine, c'est la molécule qui arrive, c'est la nicotine ou le CBD, et ce qui va changer, c'est la façon dont c'est délivré. Façon combustible, ça va être essentiellement en phase gazeuse, et en vape, ça va être un mélange de phase gazeuse et phase liquide, parce que c'est un aérosol, donc il y a des gouttelettes et il y a les molécules en phase gazeuse. Donc je pense que c'est plutôt au niveau peut-être des façons d'être absorbées, les quantités qui sont absorbées, mais bon, après les gens adaptent de la façon dont ils vont prendre une bouffée aussi, donc je ne sais pas, au niveau du cerveau, c'est les mêmes molécules qui arrivent. Ok, ouais. D'accord, ok. Oui, ça va être plutôt pulmonaire, la différence, j'imagine, sur la combustion, etc., beaucoup plus que neuro, au final. Exactement. Ouais. Exactement. C'est relativement récent, les neurosciences et le travail dans ce domaine-là. Vous avez l'impression qu'il y a des progrès importants qui sont faits depuis quelques dizaines d'années? Vous voulez dire qu'est-ce qui est récent, parce que sur le THC? Non, alors pas sur le THC, parce qu'effectivement on le connaît, mais moi j'ai l'impression que dans le débat public, par exemple, on parle énormément d'enjeux qui sont liés à la sécurité, on parle énormément d'enjeux qui sont liés à la santé publique, et j'ai l'impression que les arguments des neuroscientifiques sont très très peu mobilisés par les acteurs publics. Ou alors je me trompe. Oui, non, vous ne trompez pas. Mais bon, ça je crois que c'est d'une façon générale. Oui, les scientifiques d'une manière générale, oui. Ouais, non, parce que c'est pas très récent. Enfin, je veux dire, la vapote est arrivée il y a 15 ans, et très très vite, les gens ont commencé à bosser dessus. Le THC, enfin, non, toutes ces molécules font l'objet de travaux de neurosciences divers et variés depuis très longtemps. Donc, c'est juste qu'après, il faut aussi savoir se démêler dans les choses qui sont trouvées. C'est-à-dire qu'effectivement, quelqu'un qui fait de la préclinique comme moi, si je publie une recherche où je dis qu'il y a des modifications de la plasticité synaptique, donc de la communication entre neurones dans une structure donnée, je ne sais pas si le pouvoir public va pouvoir vraiment extrapoler et s'en servir pour faire sa communication. Mais non, le travail des neuroscientifiques, il existe depuis un moment. Ouais, j'imagine. Écoutez, on a eu pas mal de réponses. Est-ce que, comme j'ai posé à Ibana tout à l'heure, est-ce que Stéphanie, vous avez, je sais pas, quelque chose à dire, une idée à débunker, une étude en cours où il y a des gens qui pourraient répondre, ou je sais pas du tout à dire avant de se quitter, Stéphanie, je sais pas. Je sais pas, moi je reviendrai peut-être sur les neurosciences vraiment, pure et dure, et sur votre thématique cannabis. C'est que, comme je le disais, en fait les effets c'est dans le temps. Donc qu'on prenne une fois, qu'on prenne longtemps ou qu'on s'arrête, on va avoir des effets à chaque étape, et à chaque étape on va agir sur le cerveau. Donc voilà, il faut juste savoir ce genre d'informations. Et c'est vrai pour toutes les drogues. Donc, quand une personne prend une drogue, il faut qu'elle sache que son cerveau est mis à l'épreuve dans toutes les conditions de sa prise, que ce soit à un moment donné, pendant tout son temps de consommation ou pendant son manque. Et après, il faut savoir aussi qu'il y a des vulnérabilités. Donc, prendre une drogue, ça peut être anodin pour une grande majorité de la population. Et puis, ça peut être très problématique pour une minorité, mais cette minorité, c'est celle qui tombe dans ce qu'on appelle l'addiction. Voilà. Et donc, nous, c'est vraiment ce qui nous intéresse, c'est comprendre ce cerveau qui tombe dans l'addiction. Voilà. Ok, c'est hyper intéressant. Merci infiniment, Stéphanie, d'être venue répondre à nos questions, nous éclairer sur ce sujet qui est pas simple et qui est passionnant. Ouais, qui est pas simple et passionnant, et tout à fait. Merci beaucoup, Stéphanie. On vous souhaite une excellente soirée, et puis au plaisir de vous reposer des questions. À bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée.